Merci de l'invitation. Alors, je vais vous présenter une conférence qui, vous allez voir, est dans une autre perspective. Et je pense que c'est l'intérêt de la rencontre d'aujourd'hui, d'avoir une pluralité de perspectives autour du même champ, si c'est encore le même champ. Alors, je vais commencer en vous disant que ma démarche en tant que sociologue, c'est tenter de lire de façon empirique, concrète, avec des datas, si possible, qu'est-ce qui se passe dans notre société. C'est le métier de sociologue, c'est celui-là. Et pour étudier le loisir contemporain, j'ai pris mon regard de sociologue, donc c'est un regard formé et déformé, je le reconnais, c'est chacun notre perspective, quand même ouverte, mais pas là. Et donc, c'est plutôt mon œil de sociologue qui va traduire un peu les mots que je vais vous présenter aujourd'hui. Et la façon dont j'ai procédé, c'était la façon suivante. Je vais un peu. Excusez-moi. Bon. Alors, la question que je me suis posée, c'est non pas tenter une sorte de définition du loisir, puis après y aller, mais la question, c'est comme je suis sociologue, j'étudie les phénomènes sociaux. Alors, c'est demander quelles sont les grandes dimensions que les sociologues retiennent quand ils veulent étudier un phénomène social quelconque, quel qu'il soit. Donc, partir non pas d'une définition de l'objet, mais partir de la grille d'analyse de la discipline que je représente. Et je dois ma dette, je le dis tout de suite, là, dans mes travaux, l'ouvrage que j'ai publié, c'est la 3e édition. Je dois ma dette à un grand sociologue que vous connaissez certainement, Guy Rocher, qui a écrit l'ouvrage « Introduction à la sociologie générale », qui est la grammaire que j'ai utilisée. Bien sûr, il y a d'autres approches en sociologie, etc., etc., mais il faut quand même choisir son camp si on veut faire de la recherche. Et donc, pour un sociologue, étudier un phénomène dans ses dimensions sociales, ça suppose d'aborder là, une série de questions comme celle-là, celle que j'ai mis à l'écran, la culture, la démographie, les dimensions économiques de cet objet, la consommation, la manière dont le système politique s'accapare ou non ce champ-là, le temps, les institutions sociales, les rapports famille, école, travail, santé, etc. Donc, communication, médias, il y en a là, beaucoup. Rassurez-vous, là, je n'apporterai pas tout ça dans la rencontre, mais c'est pour vous dire quand même, voyez le métier, comment il est lourd. Il faut faire tout ça si on va faire la sociologie du loisir. Donc, ça prend du temps et ça prend beaucoup de lecture, etc. Bien, je vais m'en tenir à 3, et même je vais sauter rapidement en certains cas, traiter de certaines dimensions avec lesquelles je suis plus familier et sur lesquelles j'ai aussi des données. Pour moi, c'est important. Valeur, rapport au temps et signification du travail et du loisir. Vous verrez que je vais me promener un petit peu. Là. Je ne suis pas très cartésien à certains moments. Et tout ça est interrelié. Hein. C'est clair que la consommation, le système politique et les changements de valeurs, il y a des choses qui mijotent ensemble, excusez-moi. Alors, je vais commencer par les significations. Je vous ai mis une toile de Fernand Léger qui s'intitule « Les loisirs ». Il y en a écrit 4 dans les années 1948-49. Écrivez donc faire. C'est un peintre que j'aime beaucoup. Et vous voyez, la représentation du loisir qu'on a, un peu stéréotypée, mais quand même, il y a la fleur bleue, la piscine, le vélo, etc. Eh bien, c'est pour vous rappeler, vous le savez, que le loisir, c'est un univers de signification de plus en plus complexe. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, on en a parlé beaucoup tout à l'heure. D'abord, il y a des valeurs de société. Valeurs de société, je veux dire, c'est que nous sommes dans une société où la normale, c'est de ne pas prendre de vacances. La normale, c'est de ne pas avoir du temps pour soi. La normale, c'est pas sortir, ne pas lire. C'est ça qui est la normale. Ça fait partie de la conception qu'on a de notre vie en société que de faire quelque chose, que de vivre quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le loisir, quel que soit ce contenu. C'est aussi des valeurs d'identité citoyenne. Je participe, par exemple par le bénévolat, etc.
je suis présent dans ma société, dans mon entourage. Et aussi, bien sûr, on en a beaucoup, beaucoup parlé, la question d'identité personnelle, comment le loisir, c'est un marqueur important de sa propre identité, ou c'est un champ d'expression de ce que l'on est, d'une image de soi, à travers les médias ou autrement. Ce qui s'est passé, c'est que par rapport à cette image, les choses se sont beaucoup diversifiées. Et aujourd'hui, on a une pléthore de mots pour parler de ce champ-là. Il y avait quelques concepts, la liberté, etc., qu'on avait autrefois, mais aujourd'hui, on a plein de mots pour en parler. La conférence précédente en est un exemple typique, naturellement. Et ça va autour du corps, de l'esprit, de la santé, du bonheur, de l'environnement, de l'écologie, de la famille, de l'image de soi, etc., etc., etc. Je dis qu'il y a une sorte de multiplication des mots pour le dire. C'est probablement un des aspects importants qu'on observe de nos jours et qui indique ce que j'appelle la porosité, c'est un peu près du liquide de tout à l'heure, entre le loisir et les autres sphères de vie et les autres champs d'activité humaine. Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas juste le monde ordinaire qui invente des mots de plus en plus. D'ailleurs, j'ai été frappé, j'ai fait quelques entrevues. J'ai fait des entrevues qui dataient des années 70, que j'ai comparé à des entrevues que j'avais fait des années 80, 90, 95. J'ai un corpus sur une trentaine d'années. Et c'est remarquable comment, dans les années 70, le vocabulaire était plutôt restreint quand les gens nous parlaient de ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut vous en parler longtemps, avec tous les mots les plus sophistiqués qu'il faut, qu'on peut trouver. Ça, c'est un aspect aussi. Donc, le vocabulaire est de plus en plus poreux et de plus en plus diffus, dans un certain sens. C'est un aspect qu'on retrouve également dans le champ de la recherche. Je prends l'exemple de mon département. Ce n'est pas un département de loisirs. C'est un département d'études en loisirs, culture et tourisme. Le département, c'est loisirs et santé, écotourisme, bien-être, etc. Même dans le champ de la recherche scientifique, il y a un élargissement considérable des termes par lesquels on tente de faire de la recherche en sciences sociales et psychologiques du loisir. Et bien sûr, il y a des effets de génération. Les jeunes d'aujourd'hui ne parlent pas du loisir de la même manière que les jeunes, disons, de mon temps. Et ainsi de suite, il y a des différences là-dedans. Donc, c'est quand même, il faut tenir compte de ça, que les mots pour le dire ne sont pas neutres au sens où ils se sont multipliés, ce qui rend, bien sûr, la tâche plus complexe, mais qui renvoie également à la complexité même du champ que l'on utilise. Donc, c'est un petit peu ma partie signification. Je vais parler maintenant des rapports au temps. C'est un des champs sur lesquels j'ai travaillé beaucoup dans ma carrière, en m'appuyant tout particulièrement sur des études dites d'emploi du temps. Les études d'emploi du temps, ce n'est pas demander aux gens combien d'heures par jour fais-tu de la lecture ou combien d'heures par jour travailles-tu, etc. C'est pas ça. C'est de compléter un carnet d'emploi du temps d'une personne sur 24 heures. Des échantillons considérables. La plupart du temps, c'est autour de 15-20 000 répondants à la grandeur du Canada et répartis sur l'année pour éviter les effets de saison. Au Canada, on a des enquêtes qui datent de 1986 jusqu'à 2015. Je parlerai de celle qui s'en vient. Des données relativement comparables, robustes, qui indiquent non pas ce que les gens disent, non pas ce que les gens déclarent passer comme temps, comme durée, mais la mesure de la durée, ce n'est pas la personne qui le fait, c'est l'ordinateur à partir des carnets d'emploi du temps. Et là, il y a comme 3 temps qu'on peut distinguer, que je distingue. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle les années glorieuses. Très nettement, les enquêtes d'emploi du temps dans les années 80 indiquent une décroissance du temps consacré au travail et une croissance du temps consacré au loisir. C'est classique. Très, 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 très nettement. Et on avait le concept de vers une civilisation du loisir, pour en parler naturellement. À cette époque, le concept reflétait un petit peu une tendance historique très, très, très bien documentée. Très, très bien documentée. Par-delà les représentations et les perceptions qu'on en avait.
Je regarde, je ne me rappelle pas ce que j'ai mis. Bon, voilà. Et j'ai oublié. Ce que je veux dire, c'est que je m'inspire également de cet ouvrage qui date de 2015. Donc, il y a des données que je vais vous présenter qui ne sont pas dans l'ouvrage, mais pour la méthodologie, etc., vous pouvez vous référer à cet ouvrage-là. Alors, ce que je dis, c'est que, pour le dire un peu rapidement, les années glorieuses. Mais il s'est passé quelque chose à la fin du dernier siècle, et la chute dans le 21e siècle, ce n'est pas une tragédie, mais ça a été un choc brutal pour le loisir et pour le travail. Alors, ce que je veux dire, ceci, c'est que dans le 21e siècle, si on prend les données des enquêtes, disons, de 1998, 2005 et 2010, ce qu'on constate indéniablement, c'est que le temps de travail est réparti à la hausse, contrairement à une tendance lourde des années 70 et 80. Très, très, très nettement. Si vous travaillez 4 heures de plus par semaine, il y a 4 heures quelque part qu'il faut déplacer, c'est moins le sommeil, peut-être un peu les tâches domestiques, mais c'est le loisir qui écope essentiellement. Et vous avez l'exemple ici, quand je prends les données jusqu'en 2010, tant pour les hommes que pour les femmes que pour les étudiants, on voit bien qu'à partir des années 98-2000, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que le temps de travail est reparti à la hausse, bien mesuré, ça m'apparaît un fait indéniable. Conséquence, plus 4 heures de travail égale presque 4 heures de moins de temps libre dans les dernières enquêtes. Qui a payé pour ça? Ceux qui en ont fait les frais les premiers ou les premières, ce sont les femmes. Pourquoi? Parce que maintenant, les femmes sont majoritairement sur le marché du travail. Donc, il y a un pourcentage plus grand de femmes qui ont travaillé à plein temps et qui ont été sur le marché du travail. Les hommes avaient déjà un taux d'emploi assez important. Donc, ce sont les femmes qui sont les principales victimes de cette chute dans le temps de travail avec l'entrée dans le 21e siècle. À tel point d'ailleurs que dans mon ouvrage, j'en parle, c'est comme si on avait régressé autour des années 80 en termes d'équilibre travail-loisir. Ça s'est passé comme ça à la lumière des études d'emploi du temps, naturellement. Et vous avez l'information ici, comme je mentionnais, et ce sont les plus scolarisés qui travaillent le plus de nos jours. Donc, j'imagine que vous en faites partie en grande partie. Vous en faites partie. Donc, femmes et plus scolarisés, ce sont ceux qui ont le plus subi le choc de la diminution du temps de travail, du temps de loisir et l'accroissement du temps de travail. Mais il y a des conséquences là-dedans. Et comme je mentionnais, une pause dans la civilisation du loisir, les données montrent très bien là, qu'on est presque rendu aux années 86, 90. Bon. Donc, c'est bien documenté. C'est pas uniquement pour le Québec. En France, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est un petit peu, ça a tardé parce que la population active était très importante chez les femmes auparavant. Donc, ça a bougé moins vite. Ça a bougé plutôt vers les années 2010-2015. Mais aussi, vous êtes dans le milieu associatif souvent. Vous savez comme moi, il y a une partie du temps de la vie associative qui a été retirée pour le temps de travail et pour d'autres responsabilités, naturellement. Et vous avez des chiffres. Hein? Pour la population active âgée de 18 à 64 ans, en 2010, c'était presque 2 fois moins de temps par semaine que les gens consacraient. Et bien, ce n'est pas un phénomène propre au Québec dans certains cas. Et aussi, j'ai marqué le temps culturel en émoi, dans le champ du loisir. C'est le temps culturel qui a été le plus affecté par la baisse de la disponibilité de temps. Très, très, très nettement. Surtout les sorties et les spectacles en partie, notamment. Et on le voit. Et là, vous voyez, le Québec n'est pas unique. La courbe descendante est la même
pour tous les pays que j'ai comparés. Jusqu'en 2010, je reviendrai un peu plus. Également, toutes les générations, ce n'est pas un phénomène uniquement des gens de 50 ans ou de 40 ans, toutes les générations observent le même mouvement, et vous l'avez ici. Quand on prend l'âge qu'on avait, que j'ai pris l'âge en 1986, et si vous êtes plus jeune, plus vieux, etc., et vous voyez que quelle que soit la génération, même les 15-24 ans, on voit la chute. Et pour les plus âgés, 30, 45, 54 ans, vous avez également la même chose. Donc, de toute façon, l'important, ce n'est pas le chiffre, mais c'est la tendance, elle est intergénérationnelle, cette diminution du temps culturel. Maintenant, on est en 2023, à ce que je sache, et là, bien sûr, on n'a pas encore les données, mais en 2015, il y a eu une enquête, une nouvelle enquête qui était faite, qui n'était pas dans l'ouvrage que j'ai publié. Et on a retouché un petit peu les catégories, je fais grand détail. Ce sont toujours des enquêtes menées par Statistique Canada, en passant, etc. Alors là, on peut se demander, mais là, la chute dans le temps, ça a été brutal quand on est dans le 21e siècle. Là, on a des données qui datent de 5, 6, 7 ans. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ce qui s'en vient? Eh bien, ça ne s'est pas stabilisé pour le loisir. Pour le temps de travail, j'ai mis les chiffres, le temps de travail s'est stabilisé. Encore une fois, ce n'est pas le temps estimé de travail, mais c'est le temps consacré au travail, la journée de l'enquête. Donc, c'est vraiment une donnée assez robuste. On voit bien que le temps de travail s'est stabilisé. Le temps de la vie associative continue son déclin. On est en 2015, mais on voit bien que ça se poursuit dans ce temps-là. Le temps de loisir poursuit son déclin. Le seul champ interne, je dirais, qui tire son épingle du jeu, c'est le temps culturel dont j'ai parlé, qu'il était en réduction, et pour une seule raison principale, le multimédia, l'Internet, etc., etc. On le voit bien, là. Vous voyez, on est passé de... c'est presque 50% du temps culturel maintenant. On peut se demander si c'est toujours de la culture, naturellement, mais le ministère de la Culture insiste pour dire que les pratiques culturelles sur Internet, sur les médias, la consommation de médias, c'est quand même sur la recherche d'information, d'associabilité. On peut l'inscrire dans le temps culturel. Indépendamment de ça, il reste que c'est le seul temps qui bouge, de toute façon, pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai? Alors donc, on est en 2015. C'est la situation, le temps de travail ne bouge plus, mais les autres temps sociaux se déplacent. Et le temps de loisir également. Ce que j'ai mis. Mais ce n'est pas parce qu'on travaille plus qu'on a pas un temps de loisir. Il y a un paradoxe, je vais passer rapidement à cause du temps. Je vous ai mis les données de 2015 que je vous ai présentées il y a quelques instants. J'ai mis les données pour le Québec, l'Ontario et le Canada. Alors, vous voyez, en Ontario, on travaille environ 1 heure de plus, 1 heure et demie de plus qu'au Québec, etc. Et pourtant, le temps de loisir total en Ontario est plus élevé qu'au Québec. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte d'équilibrage entre les temps sociaux, qui est culturel, qui est historique, qui est social, naturellement. Et la principale... Et pourtant, j'ai dit que c'est les plus scolarisés, et ce sont les femmes qui sont le plus affectées par l'augmentation du temps de travail. Que se passe-t-il? C'est qu'il y a une question de capacité à gérer son temps qui entre en ligne de compte. On peut travailler 50 heures une semaine. Peut-être que vous avez fait ça cette semaine parce que vous venez ici à Trois-Rivières. Mais vous êtes capable de vous rattraper sur le prochain week-end selon vos conditions de travail. Avec le télétravail, naturellement, ça fait aussi ça. Donc, je passe un peu rapidement, mais il y a la capacité de gérer un temps long est primordiale par rapport à la capacité de gérer un temps court qui peut être contraint compte tenu du travail lui-même.
Et je ne vais pas dans le détail, mais pour toutes sortes de raisons historiques, mais c'est bien documenté, ceux qui ont un contrôle sur leur temps, même s'ils ont un travail, même s'ils travaillent plus longtemps, ont des capacités d'aménagement de leur temps qui font en sorte qu'ils peuvent travailler davantage, mais pourtant avoir consacrer plus de temps au loisir. Alors, bien entendu, avant de terminer, et également, je reviens sur ce que j'ai dit au début. J'ai mis ce tableau-là également parce qu'il m'apparaît important, c'est qu'au fond, c'est un mariage à deux, loisir-travail, mais je n'ai pas le temps d'en parler, mais il y a un troisième mariage qui vient en ligne de compte, c'est le temps familial, naturellement, le temps des enfants, la sociabilité, le couple, etc., etc. Je n'ai pas le temps d'en parler. Mais au fond, dans les représentations qu'on a des rapports entre nos temps personnels et sociaux, c'est souvent l'équilibre travail, loisirs, famille, temps personnel qui est le plus important, naturellement, qui joue le plus dans nos représentations et qui mène à des insatisfactions ou des grandes satisfactions. Et donc, je vais le dire un petit peu rapidement, naturellement, mais le loisir lui-même n'est pas un isolat dans l'ensemble de notre vie, dans l'ensemble de la société, dans l'ensemble des temps sociaux, même s'il y a plus de porosité entre tout ça. Il reste que, je le dis un peu rapidement, mais je n'ai pas besoin de vous convaincre, voyez les données, hein, les satisfactions ou insatisfactions par rapport à la famille, au travail, qui nous empêchent d'avoir du temps de loisir, ça fait partie de la donne également, naturellement. Donc, c'est pour ça que je parle de mariage à 3, peut-être même 4. On verra bien naturellement. Alors, et là-dessus, ce sont des représentations, les principales sources de stress, les degrés de satisfaction, etc., les raisons d'insatisfaction, ces familles travaillent. Statistique Canada, dans ses enquêtes d'emploi du temps, fait aussi des mesures de représentation du temps, de stress par rapport au temps. Je fais grand détail. C'est un questionnaire de 10 questions assez standardisé qui a été fait dans beaucoup d'autres pays. Donc, on a un index de stress temporel, je n'ai pas le temps de dire, mais qui est là, qui est assez stable, etc. Et dans ces résultats-là, on constate qu'environ le tiers de la population sur le marché du travail peut être considéré comme étant relativement stressé par rapport au temps. Se déclarer bourreau de travail, réduire ses heures de sommeil, tout ça. On a 10 questions, puis si on répond oui, 6-7 fois, là, ça veut dire qu'on commence à être stressé pas mal. On est dans le tiers. Mais regardez les données. Pour les mères sur le marché du travail avec des jeunes enfants, on n'est pas le tiers, on est à 50 dans l'index de stress temporel. Et c'est la même chose pour les pères. Donc, au fond, c'est non seulement les mères ou les femmes qui sont affectées par cet accroissement du temps de travail, mais tout particulièrement les parents avec des jeunes enfants, qui ressentent le plus un stress par rapport au temps. C'est dans ce sens-là que, quand on parle de rapport entre les temps sociaux, ce mariage à 3 ou à 4 est tout à fait fondamental pour comprendre comment ça se fait qu'on se dit satisfait ou insatisfait de son temps. Et donc, je termine un petit peu là-dessus, c'est qu'il y a une dynamique qui se joue dans tout ça, dans ces rapports entre les temps. J'ai parlé de temps long, de temps court. Ça joue beaucoup, naturellement. Il y a, bien sûr, avec la pandémie, il y a une demande accrue de flexibilité temporelle qui joue beaucoup sur nos rapports au temps. Et également, il y a aussi, c'est peut-être un peu près de la notion de liquide dont on parlait tout à l'heure, il y a une porosité entre les temps sociaux, présentement, parce qu'on n'est pas au travail comme ça, et ainsi de suite. Vous savez de quoi je veux dire. Alors, on en est là, en 2015. On n'a pas de données présentement, mais je vous rassure, si on fait un colloque dans un an, on aura peut-être des données de l'enquête en cours à Statistique Canada. Il y a une enquête qui est en cours, qui se termine bientôt, 2012-2013. C'est une échantillon assez considérable. Donc, on aura les données, on m'a dit, quelque part au début de 2014. Mais dès que j'aurai les données,
vous savez les questions que je vais lui poser à l'enquête et bien sûr, je vais me faire un devoir de vous en transmettre les résultats. Parce que la question, bien sûr, on a vécu la pandémie, donc on peut se demander est-ce que le temps de travail s'est stabilisé? Est-ce que cette insatisfaction par rapport à l'équilibre s'est replacée compte tenu du télétravail? Est-ce que le temps de loisir a repris un peu de vigueur ou pas? Est-ce que le temps culturel commence à être de plus encore phagocyté par les médias sociaux, par Internet et tout, ou pas? Est-ce qu'il y a une reprise de certaines activités culturelles plus classiques ou pas? Eh bien, c'est dans 12 mois qu'on aura peut-être la réponse, mais vous voyez que par ces questions-là, c'est quand même des questions de société assez fondamentales qu'on peut aborder par ce biais-là. Ben, je vous remercie.